juin 2019, sur la littérature après la Seconde Guerre mondiale avec Henny, Vigée et Muller. Et je vais aujourd'hui avancer dans le temps de l'après 68, voilà, pour Séjour Weckmann qui m'avait dit un jour, j'aimerais bien savoir comment je suis né, c'est-à-dire dans quel contexte, voilà. Alors c'est justement ce grand absent qui est la motivation première de ce travail, comment on en arrive à l'explosion culturelle des années 70. Les années 70 sont une période très riche, une explosion littéraire. Il y a subitement des possédés de la littérature, ce qui ne s'explique que par le tremblement de terre de mai 68, avec un décalage entre les événements de mai et leurs répercussions en littérature. Alors ça, c'est pour répondre à ta question. Véritable sismographe, le poète perçoit ce qui se passe avant les autres. Les éruptions comme celle de 68 se préparent souterrainement, comme pour un volcan. La littérature peut anticiper, on le voit dans les années 60. Mais la grève générale et l'explosion elle-même, les prises de parole absolument partout, les grèves, le caractère international des bouleversements ne peuvent pas ne pas avoir de répercussions plus profondes encore et très longues après coup. Un véritable artiste modifie lentement son écriture et son univers, mais d'autant plus profondément. Donc c'est pas tout de suite après qu'on voit, mais ça peut prendre du temps. Même si mai 68 est terminé, dans les années 70, le paysage spirituel est méconnaissable dans ces années-là. C'est qu'il y eut des répliques après le grand tremblement. Les vagues de grève et les occupations d'usines dans les années 70. Les mobilisations à partir de 71 contre les projets de construction de centrales nucléaires sur les deux rives du Rhin et contre les menaces inédites à l'époque de pollution industrielle. Il y a ensuite Fessenheim, Ville, Markolsheim. Les mobilisations ne cessent de grandir jusqu'en 1975. Il y a des initiatives citoyennes des deux côtés du Rhin. On crée des journaux, des revues, des radios, des associations et des partis politiques. Les manifestations sont de plus en plus impressionnantes. En 1974 à Markolsheim, c'est la première occupation de terrain de type ZAD, sur plusieurs mois, y compris dans la neige et la boue, contre un projet d'usine chimique. D'autres sites envisagés par l'industrie nucléaire sont occupés, c'est vraiment actuel. Ces occupations favorisent la solidarité et les échanges transfrontaliers, la présence avec les militants et souvent les paysans, des chanteurs, des poètes, des troupes de théâtre, des radios libres. Un nouvel espace se crée, la démocratie de base est à la mode. Visage nouveau d'une spécificité certaine de la culture alémanique. J'essaierai de repérer les formes nouvelles et de mettre un peu d'ordre dans ce désordre alsacien. Je vais considérer 3 figures d'écrivains, au départ j'en avais 4, et leur œuvre, et voir dans quelle mesure telle œuvre particulière trouve un principe unificateur, une forme capable de dire la nouvelle âme alsacienne. Par rapport à ma conférence sur l'après-guerre, je ne reprendrai pas Germain Müller, mais j'ajouterai Deutsch, Michel Deutsch. Pardon ? J'ajouterai Michel Deutsch. Je ferai se rencontrer Vigée, né en 1921, Henny, né 10 ans après, en 1935, et le petit dernier, Michel Deutsch, donc, né en 1948. Je centrerai sur un genre par auteur, vu le format de la conférence. Vigée et la poésie française, Henny et le théâtre, redéfini par lui, et pour Deutsch, ce sera la même et autre chose. Alors je suis un peu intimidé parce qu'il y a le grand chroniqueur de l'époque qui est présent. Je parle d'Antoine Wicker. Dans l'exposé précédent, je m'étais limité à la lutte pour la vie et la mémoire dans La lutte avec l'ange, donc un des recueils de poèmes de Vigée, et dans La corne du grand pardon.
Je rappelle qu'en 1960, Vigée quitte l'Amérique où il est exilé. Il a dû partir en 40. Enfin, il est parti en Amérique en 42, mais il a dû se réfugier dans le sud dès 39-40. Et il est parti pour Israël. Ses contacts avec l'Alsace sont réguliers. Il vient une fois par an en général, même s'il vit à Jérusalem. Le grand texte de bilan de la première partie de sa vie, La Lune d'hiver, paraît en 1970 sur 400 pages. C'est ça, le bouquin de Vigée de l'époque. Vigée revient donc sur son histoire et sur l'exil, dont il dit que c'est l'histoire juive. Son histoire, c'est l'histoire juive. Il dit ce qu'il pense de l'idéal moral et de l'esprit de l'Europe. Le dernier chapitre de ce livre s'intitule « Le dos au mur » et il y parle de la guerre des 6 jours pour prendre une défense inconditionnelle d'Israël. C'est une proclamation de foi sioniste. Ce livre est d'ailleurs défini comme un Judan par opposition au roman. Je cite Vigée, « Tout ce qui nous vient de Rome est vicié. Au lieu d'un roman théâtral et fabriqué, j'écrirai ici mon Judan, la parole qui surgit intacte et nue de mon présent sur cette terre. » Fin de citation. C'est la juxtaposition constante entre essais et poèmes. Le modèle en est la Bible, où il n'y a pas, comme dans l'Odyssée, une épopée racontée en vers. C'est une forme un peu boiteuse, le Judan, avec une gémellité entre prose et poésie, éléments mâles et éléments femelles. Je cite encore, « C'est simple, dans les Judans, les marquises ne sortent jamais à 5 heures. Elles ignorent toute heure fixée d'avance et elles ne sont pas des marquises. Où iront-elles quand elles se lèvent? Elles sont déjà sorties d'Égypte. Voici 33 siècles. Dieu sait où cela les mènera, en Amérique, vers Israël, même à Paris. Cela aussi fait partie de notre errance universelle. » Fin de citation. Mais comme s'il s'était libéré d'un cauchemar en écrivant ce livre, ça va lui permettre de se souvenir de son enfance en Alsace, par exemple dans un texte de 1970 aussi, Le buisson ardent. Vigée se présente donc dans les années 70 comme un poète juif, alsacien. Il explique comment il passe de la littérature classique occidentale à d'autres figures. Par exemple, avant de se considérer réellement comme un poète juif, il avait pris la figure d'Icare, j'en avais parlé dans une conférence antérieure. À présent, sa grande figure, ça va être Jacob, avec la lutte avec l'ange et son combat. Pour les années 70, nous considérons 2 recueils de poèmes, Délivrance du souffle et Pâques de la parole. Voici quelques images poétiques. Délivrance du souffle part d'une dédicace où le poète se présente comme le juif errant. Je cite, « Suspendu dans le vide, moi qui jamais n'eus lieu. Reste le dire, seul est vrai le lieu nu, arraché maintenant au buisson sanglant de ma bouche. » Fin de citation. Et l'obligation absolue de créer, dès lors, de rétablir une tradition. Voici encore le buisson ardent, où Dieu se manifeste, la présence de Dieu par la bouche. La parole de Dieu pour le poète ne va pas de soi, et la parole tout court non plus. Elle est comme captive et connaît le prix du sang. C'est un poète qui vit en Israël et qui a subi toutes les persécutions juives, qui parle et qui essaye de les intégrer dans sa poésie. Ma langue est le couteau, je cite, ma langue est le couteau qui dégage la stèle. Le poète veut libérer le noyau pulsant, les soubresauts du désir, avec la langue comme couteau. Archéologie de la poésie dans la chair du paysage.
Qui dit terre promise dit sortie d'Égypte. En hébreu, ce mot renvoie à l'étroitesse du défilé, à l'étranglement. Égypte, Mitzraïm, en hébreu, vient de la racine tsar qui signifie étroit ou alors détroit. Sortir de là, donc, c'est sortir d'Égypte, c'est naître ou renaître. J'ai écrit « L'homme naît grâce au cri ». Je le cite. Naître, tomber sans souffle, entre les cuisses étroites, un instant écarté, de la nuit notre mère. Le poème qui donne le titre, Délivrance du souffle, dit quelque part le malheur d'être né avec les frontaliers hébreux. Orphelin, je cite encore, orphelin, il te faut désormais tenir tête, rompre l'eau du temps mauvais, passer bientôt sur l'autre rive, vers ta nouvelle vie, ta future agonie. Avec tes frères et malgré eux, contrebandiers du rêve, comme avant toi l'ont fait les frontaliers hébreux, tous passeurs clandestins de la sainte folie. D'autres frontaliers sont nommés ici, qui, en ce difficile rapport à la naissance, sont pris dans ce défilé, élèvent leurs cris. Vigée en parle avec amour et humour. Je le cite, à cause, ça c'est une citation connue, Adrien Fink la citait souvent, à cause du méchant Titus, nous faisons la navette entre la basse Alsace et la haute Judée. À bout d'espace, à courte idée, de Strasbourg à Jérusalem, nous visitons le cimetière. Fin de citation. Il n'y a pas d'endroit idéal, c'est la navette, on est à bout d'espace, l'ironie est un peu amère, on voit que le retour en Alsace jette parfois le froid, un froid, celui du cimetière. Même la guerre est de retour, de la guerre des 6 jours à celle de Kippour, en 83, pour le poète qui se dit danseur. Danseur au pied de saint, déjà rebondissant, je fais naître demain par ma simple présence, annonçant un bonheur au-delà de l'adieu. Le texte en prose qui accompagne ces poèmes, c'est ajoutant, il y a souvent poésie et prose qui coexistent, évoque d'ailleurs la guerre de Kippour. Je cite un extrait de cette prose. Nous sommes condamnés depuis des millénaires à tâtonner dans un défilé qui se confond avec notre existence même, à avancer difficilement, posant un pied déchiré après l'autre sur la corde raide invisible du temps qui nous est si chichement mesurée. Étrange aventure que la nôtre. Nous sommes des acrobates blessés qui avançons, solidement plantés dans le vent, dansant sur un support inexistant. En même temps, et c'est en 1975, il réfléchit au dialecte qui revitalise le français. Les mots du dialecte alsacien sont lourds de saveur et de sel. La remontée de la sève hors de la source dialectale tend à faire craquer autour d'eux, comme se fend l'écorce d'un très vieil arbre, le corset syntaxique traditionnel du français écrit. La présence sous-jacente du dialecte galvanise en moi la conscience du pouvoir nominant des mots, comme Adam, jadis, face aux créatures encore anonymes. Voici Adam, à la fois créateur et créature, et avec le dialecte alsacien. Alors, par rapport à ce dialecte, et pour ne pas l'oublier, ce que Vigée écrit sur le dialecte est très important en Alsace. Il en parle déjà dans La Lune d'hiver, et la même année, Henny le cite. Henny cite 2 poètes alsaciens, Vigée et Nathan Katz. C'est les seuls, donc c'est assez étonnant pour être précisé. Deuxième recueil de poèmes, c'est Pâques de la parole. Donc ça c'est vers la fin des années 70,
des poèmes faits entre 79 et 81. Donc juste quelques-uns, mais qui sont essentiels. La sortie d'Égypte, c'est la délivrance du souffle qui aboutit à la Pâque de la parole. Vous savez que la Pâque juive, c'est la sortie d'Égypte. Le souffle délivré est devenu œuvre, c'est aussi l'épreuve traversée, la Pâque. La Pâque juive se dit Pessah. C'est la sortie du détroit de l'Égypte qui peut advenir enfin. C'est donc la fin de l'exil. Je cite, « La parole demeure en exil jusqu'à Pessah. Pessah, c'est Pessah, une bouche qui parle. À Pessah, la parole émerge de l'exil. » Et voici la parole, justement, sur l'Alsace, un extrait de Soufflenheim, tiré donc de Pâques de la parole. Ceux qui sont nés dans la boue adamique du ride sont voués pour toujours au travail double du potier et du poète. Pétrir la pâte terrestre, modeler la glaise informe, et puis germer dans la lumière matinale, inventer les formes justes qui respirent, réussir l'insufflation soudaine du vide au cœur de la tourbe charnelle, dans cette masse de limon lourde et mouillée, ruisselante d'une opaque noirceur. Fin de citation. Vigée revendique au terme des années 70 la tradition juive contre l'héritage européen ou l'univers classique et racinien. Il ne nous permet pas d'oublier Israël et ce qui se passe là-bas. Il nous oblige à faire le détour par cette histoire avant de nous ouvrir à d'autres questions politiques. Les Hébreux, cela signifie ceux qui passent la mer Rouge, les passeurs. Vigée fait donc de nous des Hébreux. Mais ils sont vigilants, ils connaissent bien toute la philosophie alémanique, les Hébreux, et surtout Vigée, pour ne pas céder aux sirènes du premier venu. Je vais lire maintenant un poème entier, c'est court, Sein und Zeit, c'est un extrait de Fausse Note, je pense que vous entendrez la fausse note. Les prêtres de l'Égypte, ignorant la Pythie, cultivaient sagement les arts avec les lettres. Philosophes, autant qu'excellents médecins, ils ne se prenaient point pour les bergers de lettres, mais préféraient, dit-on, par pure modestie, se proclamer les pasteurs de l'Anus. J'ai vérifié ce point dans un vieux papyrus. Fin de citation, c'est la fin de Soufflenheim. Enfin, pas de Soufflenheim, mais de Pâques de la parole. Voilà. Donc, je voulais intégrer après Wickman, et voilà. Je pense, j'avais choisi Wickman pour l'importance du dialecte alsacien lui-même. Je voudrais ajouter que Vigée, pendant ces années-là, par exemple, il publie en 1976 un petit recueil qui s'appelle Du bec à l'oreille. Et là, il a introduit une lettre en judéo-alsacien, qu'il traduit d'ailleurs, une sorte de lettre pour Pâques, qu'il traduit donc, et on voit que Vigée, à ce moment-là, travaille sur le dialecte, on voit qu'il travaille sur la tradition, et on voit qu'il prépare son œuvre des années 80. Henny est déjà connu au début des années 70 comme romancier, comme homme de théâtre. Il est même édité à Paris. La décennie s'ouvre en 71. La décennie s'ouvre en 71 avec un roman, Babylone, vous y étiez nu parmi les bananiers, et se ferme avec le mariage de Gudrun. En 79. En 74, Henny quitte donc Paris, où il était établi pour la région, mais pour sa région du Sulgau.
Avec le mouvement culturel, il se bat contre la pollution du Rhin par les industries chimiques, les centrales nucléaires, la bétonisation du paysage avec le canal à grand gabarit. Avec Henny, nous allons considérer le théâtre. On a du mal à imaginer aujourd'hui le changement entre les années 50 et les années 70. Quand Henny partit pour Paris, à la fin des années 50, seul le barabli de Germain Müller parlait l'alsacien. C'est le répertoire français qui était proposé au théâtre à Strasbourg dans le cadre de la décentralisation. Le domaine germanique ne pouvait être abordé que par une manière de contrebande. C'est ce que fit Hubert Gignoux en introduisant Dürrenmatt et Brecht. C'est ce que feront Deutsch et Gaston Lium au Tekness et au Drapier. Henny n'est donc pas seul en Alsace. Aussi bien au nord qu'au sud, il y eut dès 1974 toute une série d'initiatives plus ou moins pérennes pour faire vivre un théâtre alsacien contemporain et critique. Depuis Nathan Katz, le sud de l'Alsace est terre littéraire. Il y a aussi le théâtre de Mulhouse, et puis la grange de Bendorf, et d'autres Orinois s'expriment en même temps que lui, comme Chitli, Martin Graf, Jean-Paul Sorgue. Des revues paraissent, là aussi, provocatrices. L'identité qu'elles défendent n'est pas donnée une fois pour toutes, mais, je cite, elle se produit sans cesse. Dans Babylone, Henny raconte sa première pièce, Que ferez-vous en novembre, une pièce de 67, qui anticipe largement 68. Il raconte comment elle a été accueillie à Mulhouse. Je le cite. Quand nous jouâmes Novembre à Mulhouse, ils étaient là, ceux des Schenzwiller. Et Schenzwiller, c'est le village où il est né, c'est son paradis. Certaines femmes avaient mis le chapeau pour aller à la messe, elles l'avaient enlevé et l'avaient gardé sur leurs genoux pendant la représentation. Dans la journée, j'avais dit, surtout ne venez pas à Mulhouse, cette pièce ne me regarde pas. Elle vaut rien. Tu crois qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre? Mais non, vous valez plus, c'est des discours imbéciles et c'est que des imbéciles en scène. Ils étaient venus quand même. Et je suis mort de honte pendant la représentation. C'est Henny qui parle. Il y avait eu des mouvements divers. Pendant les 4 ou 5 répliques en alsacien, on avait applaudi, on avait sifflé. À Colmar, les employés de la préfecture avaient crié « Traduisez !» Je dis « employés de la préfecture » parce qu'il y avait eu un débat après la pièce. J'avais dit « Après tout, l'alsacien est notre langue » pour justifier ces 5 répliques en alsacien, qui à Paris étaient toujours passées à l'as. Et le groupe de la préfecture s'était levé comme un seul homme et m'avait montré le Rhin en gueulant « Go home !» Ah ça, ils me le paieront un jour les petits Français « Go home !» en me montrant le Rhin, les petits colonisateurs. Fin de citation. À son retour de Paris, Henny est accueilli à Strasbourg par le tout nouveau TLS, avec Hubert Gignoux déjà, ce théâtre national, normalement orienté selon l'axe Paris-Strasbourg, s'était réorienté selon un axe Berlin-Paris. Au début des années 70, le TLS permet, après 68 et loin de Paris, toute une série d'expérimentations théâtrales sous la direction, cette fois, de Jean-Pierre Vincent. Henny avait critiqué le TLS dans Babylone, mais il réussit tout de même à s'y produire. L'Amie Rose, qu'il avait écrite en 68, fut représentée en 74, TLS. Dans cette pièce, Rose doit être décorée par son patron, Schlum de Guebwiller, pour ses 50 ans de service. Le roi, qui est le metteur en scène, a décidé qu'elle serait muette pendant toute la pièce, les prolétaires n'ayant pas la parole, surtout en Alsace. Jusqu'à la remise de la médaille, c'est la fête ensuite, les didascalies à dit Pentecôte, donc prise de parole. Quand Rose parle, c'est pour une parole performative, extrait. Donc je lis les didascalies de Pentecôte, de la fin de l'Amie Rose.
musique de flûte villageoise. Des lampes de feu tombent du ciel, chacun cherche la sienne. Tante Rose se lève lentement, décidée. Que les hommes se mettent au travail, que mes sœurs fassent bouillir l'eau. C'est ma fête aujourd'hui, on tue le cochon. Que toute la famille se remue. Et comme le temps presse, les conscrits et le village. Allez, allez, réjouissez-vous, c'est la fête, on tue le cochon. Les lampes de feu s'animent. Les femmes ont sorti le poignard de leur corsage, le roi sous sa robe une épée, etc. Arrive Fernand, le flic, en CRS, avec tout son attirail. Fernand, halte là, que personne ne bouge, j'enquête. Tante Rose, c'est bien Fernand d'enquêter. Tu fais ton travail. Mais tu pourrais être poli, au moins, et embrasser d'abord ta tante. Ça se fait, tu sais. Fernand enlève son képi, pose son barda, embrasse Tante Rose. Bonjour ma tante. Tante Rose lui pique son revolver. Bonjour neveu. Pendant les embrassades, on lui prend les armes. Fernand, où en étais-je? J'enquête. Monsieur Schlum a disparu. Et rendez-moi mon fusil, s'il vous plaît. Sinon, je ne me souviens plus de ma mission. Tante Rose, qui c'est, monsieur Schlum? Fernand, c'est pas ton patron? Il n'est pas venu? Mon casque, s'il vous plaît. Tante Rose, est-ce que je te demande des nouvelles de ton patron? Je ne veux pas savoir, moi, où est passé le ministre de l'Intérieur. C'est la fête aujourd'hui. J'arrête là et n'y réfléchis sur des formes radicales de théâtre du peuple. C'est toute la problématique de cette pièce, qui a finalement recours au miracle de la Pentecôte pour faire parler Rose. Voici le commentaire de la scène par Henny. Un extrait. Le patron Schlum ordonne à la bande de tuer le cochon. La bande tue le cochon en scène. Alors Rose, qui était muette, au moment où le boudin revient en scène pour être mangé, se met à réciter face au public « Le sang, la flamme d'or, ça nous est dû ». Tout d'un coup, Rose savait le français et ça dure un bout. Un théâtre du peuple, c'est doit éduquer le peuple. La seule éducation, c'est la prise de conscience de l'exploitation. Ici, le patron s'appelle Schlum. La famille Schlumberger a l'avantage, pour la réflexion de l'écrivain, d'être celle d'un employeur de textile à Guebwiller, d'un ami d'André Gide et du propriétaire des éditions Gallimard, Gallimuche, pour lui. La tisserande devient ainsi un modèle même pour les intellectuels. Le théâtre se résume à une action spectaculaire. Alors la tisserande, c'est des ouvrières du textile, et il prend systématiquement le mot de tisserande, ce qui renvoie à Hauptmann et ses tisserands et toutes les révoltes mythiques un petit peu des tisserands. Donc, le discours le discours sur l'exploitation est si vécu par la tisserande qu'une seule action peut le faire, ce discours. La course de la tisserande dans les couloirs du tissage, elle ouvre une porte, le patron est là. « Bonjour, monsieur Schlumberger » et elle l'embroche. Voilà du grand théâtre, avec une gesticulation du vrai sang. Le dialogue réduit au minimum, le théâtre par le peuple, pour le peuple. Fin de citation. Henny s'adresse ensuite aux intellectuels. À la campagne, comme disait Marot, il faut être comme un poisson dans l'eau. Je le cite. Chacun chez un paysan. Ne dites pas il, dites nous. Après la boisson, proposez à la clique, si ça ne se fait plus, d'organiser un bal champêtre. Au bout d'un an, quand vous ne serez plus un visiteur, vous découvrirez sous la cendre 1000 théâtres qu'il suffit de recalquer. Les jeux, les veillées, l'entraide au moment des travaux, l'entretien des chemins. Redevenus paysans ouvriers, prouvez que la culture c'est un plaisir donné par tous à tous. Montez des pièces, écrivez-les ensemble, amusez-vous, rendez leur fierté aux pays, faites des voyures collectives de télé, demandez, exigez d'apprendre la langue du village, la langue des lieux-dits, la langue inutile. J'ai annoncé le mariage de Gudrun. C'est une tentative d'écrire à deux. Ce n'est pas du théâtre. Comme nos grands folkloristes, par exemple les frères Stoeber, ou comme Nancy et la Coulabart le font
à l'époque en philosophie pour parler du romantisme. C'est l'absolu littéraire gros bouquin qui paraît à ce moment-là où il travaille le romantisme. Les deux folkloristes que sont Hénie et Chicli, là-dedans, collectent la sagesse populaire dans les bistrots. Exemple, Hans Martin Schleyer, le patron des patrons allemands, est enlevé à Cologne le 5 septembre 1977 par la fraction Armée Rouge. Il est retrouvé mort en octobre 1977 dans une voiture stationnée rue Charles-Péguy à Mulhouse. Voilà ce que ça donne dans le mariage de Gudrun. Je rappelle qu'une des membres de la bande s'appelait Gudrun Esslin. Un nouvel arrivant salue à la ronde. Ça se passe au bistrot. Un nouvel arrivant salue à la ronde. C'est un ouvrier paysan de 50 ans, grand et mince. Son beau sourire dévoile sa grande générosité et autour de lui, par sourire rendu et amicale salutation, l'estime qu'on lui porte. Il s'installe avec les chroniqueurs, ses amis. Après un moment, à forte voix, celle qui porte et va à toutes les tables. Schwobe sind versegelt jetzt. Les Allemands sont couillonnés maintenant. Ah, comment ça? Et comment souffle l'air de Witz, la farce, le Galgenhumor, l'humour de JB, comme traduit. Die arme Segler können nämlich heiraten. Ces pauvres gredins ne pourront plus se marier. Pourquoi? Sie haben kein Bord mehr für sie zusammenzugehen und kein Schleier mehr für die Hochzeit. Ils n'ont plus de religieux pour bénir les unions, ni de voile pour les mariés, ou le mariage de Gudrun. Tout le monde rit, c'est toujours émis. Schleier 1. Fin de citation. Tout le monde rit. Schleier désigne. Schleier désigne une pièce de toile, de dentelle, de chanvre qui couvre le visage des femmes ou la tête des religieuses ou bien celle des mariés. Borotok veut dire père religieux, prêtre d'une congrégation religieuse. La force du Witz, dit Hénie, est dans ses racines nouées à notre morale, valeur née d'un mariage plusieurs fois millénaire entre nous, le ciel, et nos lopins de terre. Fin de citation. Vous voyez que son théâtre est radical et que son peuple, étudié par les folkloristes, ne l'est pas moins. Quant au folklore, j'avais noté une citation de Michel Deutsch, justement, qui a été édité chez BF, donc la maison d'Armand. Comme Herder, en effet, il parle d'Hénie. Hénie accueille les chants populaires, les proverbes, etc., comme autant de dits et de faits mémorables du peuple, comme la dernière voix de la nature. Si bien qu'il serait lui-même mêlé à un ultime phénomène de fabulation collective. Hénie se tient parmi les vivants, il ne prélève pas les légendes de l'Alsace, il les invente, et en cela il subvertit les reliques normalisées de la bonne légende. Voilà, ça c'est un texte de 90. Michel Deutsch, donc, pour en arriver à lui, est né à Strasbourg en 1948. En 1972, il part étudier à Heidelberg en Allemagne. Je rappelle que le mouvement étudiant allemand est antérieur aux Français, mais qu'il n'y eut pas en République fédérale ni grève générale ouvrière, et qu'une partie de la jeunesse s'est lancée dans l'action violente, d'où la bande à Bader. La scène artistique est en effervescence. Michel Deutsch raconte, dans ses souvenirs épars, que le monde se divisait pour la gauche allemande ou l'extrême gauche allemande en Mensch d'un côté et Schwein de l'autre, où nous retrouvons le cochon de la tante Rose. En 1973, Deutsch est à Paris avec Michel Fouché qui lui ouvre le milieu parisien. Il prend des cours de dramaturgie et en 1975, il revient avec Jean-Pierre Vincent.
Le TNS sous Vincent à son école et se définit comme un ensemble. Brecht avait choisi le mot ensemble pour le Berliner Ensemble pour opposer le travail collectif à l'ego de l'artiste. L'ensemble du TNS, sur le modèle de Peter Stein, à la Schaubühne de Berlin, était constitué de musiciens, la troupe, de metteurs en scène au pluriel, mais aussi de dramaturges au pluriel, de peintres, de musiciens, de décorateurs, de philosophes, d'historiens et d'historiens de l'art. C'était une organisation inédite à l'époque dans le paysage théâtral français. La scène du théâtre devait être un paysage mental. Elle investissait d'autres lieux dans la ville. Le théâtre était un voyage. Plusieurs esthétiques coexistaient. Vincent travaillait avec d'autres comme André Hegel, et cette tension était très stimulante. La vie intellectuelle en général était très riche. Je ne peux pas vous raconter l'effervescence situationniste à Strasbourg avant mai, ni la marque qu'imprimèrent Lefebvre et Ricoeur. Henri Lefebvre, c'est la réflexion sur la ville et la critique de la vie quotidienne. Après 68, c'est un autre tandem prestigieux qui marquera les esprits, Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe. Michel Deutsch, quand il arrive, est d'emblée extrêmement curieux et brillant. Il est l'un des fondateurs du théâtre du quotidien, ce qu'on appelait le théâtre du quotidien. Ce théâtre critique un théâtre institutionnel qu'il voit coupé du monde, ses grands textes de répertoire, ses metteurs en scène célèbres. Il prône, lui, une création collective, inspirée des faits divers des journaux, pour prendre le pouls de la société. Il veut sortir des murs aussi, se transporter par exemple dans des salles polyvalentes pour raconter leur histoire à ceux qui sont interdits de scène et qui désertent logiquement la salle du théâtre. On perçoit des influences allemandes là aussi, de Karl Valentin à Eudon von Horvath ou de Fassbinder à Kreutz. Deutsch rejoint le collectif de dramaturgie réuni autour de Jean-Pierre Vincent au TNS et y reste de 1974 à 1983. En 1976, il écrit Dimanche, avec la collaboration de Dominique Muller, qui en fait la mise en scène. Dans Dimanche, chaque scène est en quelque sorte privée du clou qu'on attend, qu'elle semblait promettre. Par exemple, le suicide de l'amoureux éconduit, on ne le voit pas. Le défilé de Majorette qui se prépare pendant toute la pièce et auquel on n'assiste pas. Un tribunal populaire dont on ne sait pas le résultat. Les spectateurs sont censés imaginer ce qui n'est pas dit. Petit résumé de la pièce. Ginette prépare avec assiduité le concours de Majorette qui aura lieu dimanche. Elle s'entraîne de longues heures en solitaire, y compris après la fermeture des locaux par le gardien du gymnase. Ginette s'éloigne toujours plus de son entourage, de sa famille aussi, comme perdue dans une quête épuisante d'un idéal aliénant, la Majorette. Sa mère fait tout pour elle, mais ne la comprend pas. Ginette quitte la famille et reste avec les femmes. René, son amoureux, est désespéré parce qu'elle ne pense qu'aux Majorettes et ne se sent bien qu'avec elle. Le père ne supporte pas plus que René cet entre-soi de femme. Il est mineur et a été mis à la retraite d'office. Il voit que tout ça, ça va finir mal pour sa fille. On entend de temps en temps des chants de mineurs en allemand et on séquestre les patrons. La grève est victorieuse. Le dimanche, la fête bat son plein et Ginette s'étiole doucement. Cela commence ainsi. Une vaste salle de sport, une jeune fille fragile fait un exercice de danse à la barre. Une pluie de printemps frappe bruyamment le toit de tôle de la salle de sport. La jeune fille, trop fragile, poursuit inlassablement son exercice. Toujours à la limite, toujours au bord de l'épuisement, de l'extinction. Puis le mouvement se meurt, la vie se dissout dans l'ombre. La jeune fille s'est arrêtée. Après un long moment, quelque part dans le noir, sans que l'on arrive à distinguer précisément où, s'élève une voix de femme. On voit les longues didascalies naturalistes,
mais ensuite ça change. La voix de femme, laisse-toi aller, prends du temps, ton temps, respire, souffle, souffle. Que ce qui se passe dans ta tête ne t'occupe pas. Allonge-toi, oublie ton corps sur le sol dur et froid, etc. Ginette, plus tard, va quitter la maison de ses parents. Elle est avec Liliane qui lui parle. Ginette, qui n'écoute pas Liliane, ou alors de manière très distraite, « Je suis bien, si tu savais comme je suis bien. » Liliane, « Qu'est-ce que tu as ? » ?»« Comme je suis heureuse. » Liliane, « Pourquoi ? » ?»« Mais d'être à vous, de sentir cette vague de plaisir qui naît dans mes reins, dans ma poitrine, de vous sentir vous, toi, Marie et les autres. Si tu savais ce que c'est de dormir ici, de ne vivre que pour ça, même pendant 2 jours. Liliane, parce que tu es la meilleure, la plus belle, parce que les filles sont jalouses de toi, quand ton corps... Non, elles ne sont pas jalouses. 3e scène, c'est dimanche, le concours est passé, la fête bat son plein. Ginette, je ne savais pas, Ginette est couchée dans l'herbe, il pleut, je ne savais pas que la vie pouvait s'éteindre sans maladie, sans poison, simplement je m'éteins. Mais non, simplement mon intimité dérive vers l'ombre comme une fleur fanée sur des flots noirs. Jamais plus je n'entendrai le chant du rossignol. Elle s'en va et je suis si heureuse. L'herbe de l'herbe, avec les oiseaux et les autres animaux du soir. Et ma vie emportée descend le fleuve. Fin de citation. À partir du même constat qu'Émile, Deutsch expérimente au théâtre le théâtre du quotidien des années 20. Comme Henny, il s'intéresse au cinéma, comme lui, il vient de Paris, il aime la culture allemande. Celle-ci est assez classique chez Henny, Henny cite Goethe, Schiller, mais s'amuse à détourner, tandis que Deutsch véhicule un singulier mélange de tradition et de modernité. Deutsch est plutôt urbain, son paysage n'a rien de l'idylle soundlovienne. Il essaye une synthèse strasbourgeoise avec un héritage Sturm und Drang du jeune Goethe. De Vigée, pour conclure, de Vigée, nous avons évoqué la poésie française. Le théâtre s'est imposé avec Henny et Deutsch. Les années 70 le demandaient. J'ai dû laisser tomber Weckmann. Pour les années 80, Vigée prépare son requiem baroque en alsacien, Schwarzisseges, et le panier de houblon en français. En 1976, il avait publié et traduit un Pessarbrief en judéo-alsacien. Cette veine double, donc du français et du judéo-alsacien, va se développer dans les années 80. Henny va se détourner du théâtre et se convertir. Deutsch dit que ses œuvres, quel que soit le genre officiel, sont le théâtre d'une déflagration, d'une collision des genres, et que sa littérature, qui se lit beaucoup mieux à haute voix, est fondamentalement orale et oratoire. Quant à Deutsch lui-même, eh bien, il faut commencer à le lire ou continuer. Voilà.